La vraie racine de ton manque de confiance en toi avec les femmes et comment y remédier, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Alors moi écoutez, ça va. Alors aujourd'hui, je vous parle parce que je me rends vraiment compte qu'il y a un problème de base qui n'a pas l'air d'être assez rentré. Et en fait, c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi récemment et j'ai compris en fait la racine même de la timidité et comment gérer cette timidité, ou en tout cas la racine de ce manque de confiance en soi que l'on peut avoir et comment y remédier. Très récemment, j'ai compris quelque chose, c'est que le manque de confiance en soi avait une racine et la plupart du temps c'est toujours la même. Et du coup c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je vais vous expliquer quelle est la racine de votre manque de confiance en vous, vous qui me regardez dans toutes les solutions, donc dans les situations sociales, dans les situations amoureuses, dans les situations dans lesquelles vous vous retrouvez en général. Et puis je me suis également replongée en fait dans mes travaux et dans mes recherches concernant le manque de confiance en soi. Et il en est ressorti cette vidéo que je juge essentielle et qui pour moi va être le b.a.-ba de la chose à laquelle travailler si vous voulez monter en confiance en vous. Donc je vais vous expliquer d'où potentiellement provient votre manque de confiance en vous et comment remédier à votre manque de confiance en vous. Dans cette vidéo, oui, je vais prétendre à ça. On va y arriver. C'est ce que l'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lula Morales. Je travaille dans le milieu du coaching depuis plus de 10 ans maintenant et je suis là pour accompagner les hommes et les aider justement à dépasser leur manque de confiance en eux, de timidité pour devenir beaucoup plus charismatique et beaucoup plus attirant. Et pourquoi attirant? Parce que comme je le dis toujours, une femme qui n'est pas attirée par vous ne se laissera pas séduire. Et pour ce faire, je propose des sessions de coaching et des programmes de coaching et je suis disponible pour ça. Et si cela vous intéresse, vous pouvez prendre directement rendez-vous avec moi dans le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Vous cliquez, vous prenez directement rendez-vous avec moi et on en discute. Ceci dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, en fait, je vous parle de ça parce que vous pouvez croire qu'être plus charismatique, c'est toujours et forcément devenir plus beau, plus riche et plus connu. Alors, je vais pas vous mentir, oui, le physique, les finances et la popularité, ou en tout cas la reconnaissance et le statut social font partie des choses qui effectivement vont augmenter votre charisme. Mais pas que, parce que le charisme et la confiance en soi, c'est d'abord quelque chose qui provient de l'intérieur. Mais, et je vous dis ça parce que j'ai souvent des élèves qui viennent me voir et qui me parlent d'autres mecs qui ont beaucoup plus de charisme qu'eux et beaucoup plus de bagou qu'eux. Et donc vous pensez peut-être que tout ce que vous avez à faire c'est devenir plus beau, plus riche et plus célèbre et que là vous allez atteindre le grade de la confiance en vous. Mais vous le voyez que vous avez un pote mignon qui a du bagou et pourtant vous le voyez votre pote qui emballe sec en soirée alors qu'il travaille en contrat à 30 heures chez Intermarché. Vous le voyez. Donc vous vous demandez mais comment il fait? Parce que ce mec là il est pas plus beau que vous, il est pas plus intéressant que vous, il a pas plus de renommée que vous et pourtant il emballe plus que vous. Comment il fait? On va voir ça ensemble. En fait, j'ai même pas envie de vous faire perdre du temps et je vais directement vous expliquer le secret. Le secret, la base. Prenez des notes. Si vous avez compris ça et si vous arrivez à l'appliquer, vous n'avez pas besoin de mes coachings, je vous le dis direct. Ce dont vous avez besoin et ce que vous devez comprendre, c'est que la racine de la timidité provient du delta entre ce que vous attendez de vous et la prestation que vous vous fournissez en tant qu'humain. En réalité, le manque de confiance en soi, c'est quelque chose que je vous disais déjà dans une autre vidéo, c'est plutôt circonstanciel. Et en fait, ce sont des contextes bien particuliers qui vont vous mettre dans des situations de ce que Lazarus et Folkman appellent la double évaluation. En gros, vous évaluez d'un certain côté ce que vous attendez de vous ou ce que vous pensez que l'on attend de vous pour fournir une prestation ou une performance de qualité, par exemple en entretien d'embauche, en rencard, en soirée, et d'un autre côté, ce que vous pensez être capable de fournir en termes de prestations. Donc ça, c'est la plupart du temps ce qui va occasionner un manque de confiance en soi. Parce que le manque de confiance en soi, c'est quelque chose d'assez relatif. Vous pouvez avoir très confiance en vous dans un domaine et très pas confiance en vous dans un domaine. Eh bien, la réelle timidité, le réel manque d'estime de vous va provenir du même phénomène, mais en l'occurrence, vis-à-vis de l'intégralité de votre vie et vis-à-vis de la prestation que vous attendez de vous-même dans l'intégralité de votre vie en général. On a tous à peu près une petite idée de où on devrait être dans notre vie, de ce que l'on devrait avoir fait, de ce qu'on devrait ressembler, de nos valeurs, de nos actions. Et ça commence dès qu'on est petit. Dès qu'on est petit, on commence souvent nos phrases par quand je serai grand. C'est-à-dire que on commence, en fait, on entre dans la vie avec des expectations, des attentes envers soi-même qui sont très haut. Et en général, plus on avance en âge et plus, on va dire, pas les expectations, comment on dit déjà, merde.
Ah putain, je déteste jouer cette meuf, la bilinguage. Ah, comment on dit en français déjà? Et en fait, plus les années passent et plus vos attentes déclinent au fur et à mesure de ce que vous attendez de vous et plus vous avez, selon vous, une idée réaliste de ce que vous pouvez vous apporter, basée sur vos capacités, ce que vous vous étiez montré en termes de capacités. Et puis, il y a un moment où ce que vous pensez capable de faire est beaucoup trop bas par rapport à ce que vous aimeriez être capable de faire. Et la base de votre timidité, elle va provenir de là. Pour me faire comprendre, je vais vous donner un exemple. L'exemple de double évaluation typique, c'est le moment où vous allez à un entretien d'embauche pour un job avec un titre archi prestigieux, ok, et une fiche de poste particulièrement riche et particulièrement pleine de mots pompeux, et qui demande des qualifications à perte de vue. Et puis d'un autre côté, il y a l'évaluation que vous allez faire de vous-même avec un bac +2 que vous aurez galéré à atteindre et un CV avec plus de trous que la mémoire de Snoop Dogg à une soirée bœuf avec Joe Rogan. Et quand vous venez en entretien d'embauche avec cette perspective, vous pouvez avoir le trac. Pourquoi? Parce que selon vous, les probabilités que vous puissiez atteindre votre objectif et que vous puissiez éviter l'échec sont bien supérieures, selon votre interprétation des événements, à votre probabilité de réussite. Là, il y a un frein qui débarque chez vous, et ce frein, c'est tout simple. C'est votre cerveau qui n'a pas envie d'aller au-devant du danger. C'est votre cerveau qui n'a juste pas envie de prendre de risques inutiles. Et la timidité, elle est là. La timidité, c'est un signal de votre cerveau qui vous dit, en gros, là, si tu vas, selon mes calculs et selon mes probabilités, tu vas te manger. Tu vas te rétamer vénère, tu vas rentrer chez toi avec la queue entre les pattes, et on va plus te voir sur les réseaux sociaux pendant une semaine. Toute ressemblance avec des personnages ayant existé étant purement fortuite. Et vous voyez donc que vos probabilités d'échec, selon vous, sont beaucoup plus élevées que si vous sortiez d'un master en aéronautique et que vous aviez cumulé les échelons dans votre dernier job pendant les 5 dernières années. Mais il faut que vous compreniez un truc, mais c'est que ce job au nom qui fait bien à annoncer le dimanche lors du poulet frit chez votre maman, ben en fait, il consiste à faire des PowerPoint et à se sentir important parce que vous avez été mis en copie dans un mail. Et si vous le saviez au moment du premier entretien d'embauche, vous ne vous serez pas fait autant de mots. Bah c'est la même chose avec la vie en général, voilà. Vous avez peut-être l'impression que vous n'êtes pas qualifié pour la vie à laquelle vous postulez ou pour la vie envers laquelle vous êtes en train de tendre avec vos efforts. Et donc là vient le frein, une dissonance cognitive entre votre envie de réussir et votre cerveau qui vous dit que vous ne disposez pas des éléments suffisants pour ça, et la timidité naît, et ça devient un mécanisme de défense. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait et comment est-ce que l'on règle ce problème? Et ben ça va se faire en se posant plusieurs questions qui vont justement vous aider déjà à comprendre ce que vous attendez de vous, parce que ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, ça va être de vous demander si ce que vous attendez de vous est réaliste ou non, si ce sont des attentes qui sont toujours d'actualité aujourd'hui ou qui vous font toujours rêver aujourd'hui. Et la troisième étape, c'est donc de réduire ce fameux écart entre ce que vous attendez de vous et ce que vous êtes capable de fournir et ce que vous êtes capable de produire dans votre vie. Et donc là, du coup, il n'y a pas 1 milliard de manières de le faire. Donc c'est soit on réduit ses attentes, soit on augmente ses capacités. Mais déjà, on va commencer avec la première étape. Qu'est-ce que vous attendez de vous? Ok, qu'est-ce que vous attendez de vous et quels sont les points sur lesquels vous devez travailler? Eh bien, la réponse à cette question, elle va se chercher du côté de votre honte, les enfants. Et je vais te tutoyer, toi qui me regardes, pendant 2 secondes. Parce que du coup, je vais m'adresser à toi en tête à tête. Tu vois, on est entre nous, tu te fais un petit café, tu te poses, tu te mets un petit plaid, je te prête le mien si tu veux, et on va discuter un peu de cœur à cœur. Tu vois, là, je vais t'ouvrir mon cœur de petite femme infirmière qui trouve les gens en peine mignons, et je vais te poser des questions qui sont assez intimes. Et je vais te demander d'y répondre avec toi-même. Tu n'es pas obligé de répondre dans les commentaires. Si tu le fais, ça fait toujours plaisir, mais je peux comprendre aussi que tu as envie de garder ces choses-là pour toi. D'ailleurs, petit spoiler pour une vidéo à venir, je ne vous conseille pas de parler de vos vulnérabilités à haute voix devant des gens qui peuvent vous faire mal. Mais passons. Première question. Qu'est-ce qui te fait honte? Là, il y a plein de sous-questions, des questions subsidiaires qui vont vous aider justement à avoir la réponse à ces questions. La première, c'est si dans 5 minutes, tu devais rencontrer la femme de ta vie, est-ce que tu serais serein à l'idée de lui présenter tous les aspects de ta vie sans avoir l'impression qu'il y a certains qui vont te faire des services? Par exemple, si la femme de ta vie, là maintenant, vous deviez combiner vos finances et que par conséquent, elle devait jeter un œil à tes finances, est-ce que tu serais à l'aise ou est-ce que tu commencerais à paniquer un peu en ayant peur de la manière dont elle va juger tes finances? Ou alors, par exemple, si elle découvre la manière dont tu as traité tes ex, si tu as eu des ex, comment est-ce qu'elle réagirait? Est-ce qu'elle se dirait « Oh putain, le salaud, il va me faire la misère » Ou alors, est-ce qu'elle va se dire « Ok, non, franchement, ça va » Ou alors, si elle connaissait la réalité de votre métier et si elle connaissait votre carrière professionnelle, est-ce que vous seriez fiers de vous? Est-ce que vous porteriez votre carrière professionnelle un petit peu comme des médailles comme ça? Ou alors, est-ce que vous essaieriez de vous agrandir ou vous essaieriez de lui faire comprendre que il n'y a pas de saut métier? Ou est-ce que vous essaieriez de justifier votre carrière en lui disant, si demain vous rencontriez la femme de vos rêves et que vous lui donniez votre intitulé de métier et vous lui expliquiez votre métier, est-ce que vous vous sentiriez le besoin de vous justifier ou de justifier le fait que vous soyez à ce poste-là?
Ça va faire partie des choses qui vont vous aider à réduire le delta entre ce que vous attendez de vous et ce que vous êtes capable de vous donner, parce qu'en réalité, tout ceci, ce ne sont que des projections, non pas de ce que selon vous la femme de vos rêves attend de vous, mais de ce que vous attendez de vous et de ce que vous attendez de vous-même pour, selon vous, mériter l'amour. Je ne sais pas si je suis claire dans mon explication ou si je parle un peu comme Jean-Claude Van Damme là tout de suite. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez compris ou pas. Enfin, une autre question qui va pouvoir t'aider, toi qui me regardes, c'est quelles sont les erreurs que tu ne te pardonnes pas ou que tu ne t'es toujours pas pardonné à l'heure où je te parle. Et là, vous allez pouvoir vous demander, notamment en ce qui concerne la dernière question, qu'est-ce que vous allez pouvoir réparer en termes d'erreurs pour pouvoir vous pardonner, faire la paix avec vous par rapport à ces erreurs, et potentiellement quelque chose qui va énormément vous aider justement à faire la paix avec votre passé et vos erreurs, c'est vous garantir que vous ne les répéterez plus jamais en essayant de comprendre comment est-ce que vous avez pu faire ces erreurs et comment est-ce que vous allez pouvoir faire pour qu'elles ne se reproduisent plus jamais. Donc toutes ces petites questions-là vont pouvoir vous aider à savoir les choses sur lesquelles vous allez devoir travailler. Mais il se peut également que vous ayez ce qu'on appelle un peu des angles morts. Les angles morts, c'est très pernicieux, c'est très dangereux parce que c'est typiquement le genre de choses qui vont ruiner votre estime de vous et votre confiance en vous, mais vous avez du mal à mettre le mot dessus. C'est ce qui m'est arrivé à moi et je peux vous assurer que ça m'a détruit l'estime de moi et il m'a fallu énormément de temps pour m'en remettre. Donc là, pour savoir en fait quels sont vos angles morts, vous allez avoir plusieurs questions également à vous poser et vous allez pouvoir traiter ces questions et donc pouvoir régler ces angles morts. Par exemple, les choses que vous avez constamment en tête. Par exemple, le contenu que vous ingérez. Si vous vous rendez compte que les contenus que vous ingérez sur les réseaux sociaux concernent toujours les mêmes sujets, ça veut dire que ce sont des choses qui vraiment vous intéressent ou qui vous tiennent à cœur. Si vous vous rendez compte que vous consommez régulièrement toujours du contenu qui dit à peu près la même chose, cela signifie que dans votre tête, il se passe quelque chose de bizarre. Ou alors quand on vous raconte une histoire ou une anecdote ou qu'on vous transmet une information, comment est-ce que vous interprétez les événements? Ça va pouvoir vous donner une ordre d'idée de dans votre tête, dans la vie que vous menez, où est-ce que vous vous positionnez? Un truc très important qui va vous aider à comprendre quels sont vos angles morts, c'est de voir non pas les sujets qui vous intéressent forcément, mais les sujets que vous évitez soigneusement. Par exemple, lorsque vous regardez la télévision, ou lorsque vous voulez sélectionner un film pour mater le soir, ou est-ce que vous voulez sélectionner une vidéo pour regarder du contenu à ingérer, est-ce qu'il y a parfois des vidéos qui vous mettent extrêmement mal à l'aise parce qu'elles vous renvoient à quelque chose qui vous fait peur? Je vais vous donner un exemple précis. L'autre jour avec David, on était en train de regarder un documentaire et quand on a terminé ce documentaire, on était tous les deux extrêmement mal à l'aise et on s'est demandé du coup qu'est-ce que t'en as pensé? Et j'ai dit à David, c'est bizarre, ce documentaire, je l'ai trouvé très intéressant, mais il m'a mis extrêmement mal à l'aise et je lui dis clairement, il m'a renvoyé à un piège dans lequel, si je n'avais pas été avertie de ce piège, j'aurais pu tomber. C'est-à-dire que ce documentaire m'a révélé ma propre vulnérabilité parce que ce documentaire m'a renvoyé le message suivant: si tu ne fais pas attention, ce qui s'est produit au personnage principal de ce documentaire pourrait arriver à toi. Et quand je m'en suis tournée vers David et que je lui ai dit comme ça ouvertement, je lui ai dit ce documentaire m'a renvoyé un piège dans lequel j'aurais pu tomber. Il m'a regardé et il m'a fait pareil. Si par exemple vous êtes très mal à l'aise à écouter quelqu'un vous parler d'une réussite qu'il a obtenue et que cette perspective vous fait mal et vous donne envie de fuir, c'est la preuve que vous n'êtes pas à l'aise parce que cela peut vous renvoyer, vous, à votre manque de réussite. Demandez-vous, qu'est-ce qui autour de vous vous met le plus mal à l'aise au point d'avoir envie de fuir, que ce soit de fuir devant du contenu ou de fuir devant une conversation. Ça va vous aider à comprendre vos angles morts parce que les choses que vous êtes en train de fuir sont les choses qui touchent le plus à votre confiance en vous et ce sont les choses qui atteignent le plus confiance en vous. À un tel point que vous ne supportez pas que ce sujet soit abordé en votre présence parce que cela vous pousse à regarder en face vos angles morts et cela vous pousse à regarder en face en fait vos faiblesses et votre vulnérabilité. Donc, le conseil que je vous donne dans ces cas-là, c'est mettez-vous en immersion avec vous-même. Comme d'habitude, c'est quelque chose qui se règle entre vous et vous vous asseyez avec vous-même, c'est le conseil que je vous donne à chaque fois. Faites la liste de toutes les conversations que vous avez fuies, de toutes les personnes qui vous ont irrité parce qu'ils vous ont parlé de sujets dont vous ne voulez pas entendre parler à l'instant T parce qu'ils vous reflètent des choses sur votre vie, toutes les chansons que vous écoutez qui vous donnent envie de pleurer, tous les trucs, peut-être les vidéos YouTube que vous êtes sentis, que vous avez eu envie d'arrêter parce que pour le coup, ça vous touchait un petit peu trop en plein cœur, toutes les chansons que vous pouvez plus entendre, etc. Posez-vous les questions de qu'est-ce que vous fuyez au quotidien en termes de contenu, en termes de conversation, en termes d'interaction, qu'elle soit parasociale ou normale. La réponse à votre manque de confiance en vous réside dans ça. Et un autre truc qui va pouvoir vous aider à comprendre vos angles morts, les gens que vous
juger. Il va y avoir plusieurs types de gens que vous jugez. Les gens que vous jugez, il va y avoir des gens que vous jugez parce qu'ils se permettent de faire des choses que vous vous interdisez de faire. Ou alors, vous allez vous permettre parfois de juger des gens qui ont eu des comportements qui rentrent non seulement en contradiction avec votre boussole morale, avec ce que vous vous attendez de faire, mais en plus des choses que vous avez malgré tout faire. Et c'est comme ça que l'on se retrouve avec beaucoup de gens qui en public vont se jouer les gardiens de la morale et les gardiens de la vertu et qui paradoxalement se retrouvent être les plus hypocrites et ceux qui commettent le plus d'erreurs. C'est aussi à cause de ce genre de truc que je m'interdis de juger les gens parce que j'ai l'impression que j'ai vraiment commis sur cette planète toutes les erreurs possibles et imaginables. Et je me permets des fois de rappeler aux gens leur comportement, mais en aucun cas je ne les juge parce que la plupart des comportements que je dénonce ici ou la plupart des comportements que je vous invite à pas avoir, je me prétendrai jamais être mieux que les gens qui me regardent, mon Dieu. Et vous qui me regardez, ne pensez pas que vous cachez à vous-même vos défauts ou vous cachez à vous-même ces sujets sur lesquels vous devez travailler est suffisant pour pouvoir le cacher aux autres. Croyez-moi, le problème avec les défauts, c'est que vous essayez de le cacher ou pas, ils finissent par se voir. Plus vous allez laisser rentrer une femme dans votre vie, a fortiori dans votre intimité, et plus il y a des chances pour qu'elle découvre vos défauts. Et je vous recommande de travailler dessus avant de rencontrer l'amour de votre vie. Parce que moi, je l'ai pas fait. Et il a fallu énormément de patience à l'autre irlandouche là-haut pour accepter le fait qu'il me faille du temps pour grandir. Et il n'est pas forcément dit que vous rencontriez une femme qui a la patience justement de vous laisser grandir à votre rythme, donc travaillez sur ces choses-là avant et je peux vous assurer que bizarrement, quand ça sera fait, rencontrer une femme qui vous plaît sera beaucoup plus simple parce que vous saurez ce que vous aurez à lui proposer, vous saurez qu'elle peut aller chercher dans tous les confins de votre vie, dans tous les petits recoins de votre existence, il n'y aura pas de cadavre dans le placard. Et si vous avez des défauts, bah vous serez en paix avec parce que vous aurez déjà eu le temps d'y penser et vous aurez eu le temps de vous dire que ça fait partie des choses que vous ne travaillerez pas. C'est pas grave, vous avez aussi le droit de ne pas être parfait. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît. Si cette vidéo vous a plu, vous me mettez votre plus gros pouce. La conversation continue dans les commentaires. Moi en attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous et comme d'habitude, n'oubliez jamais que dans la nature, les individus qui survivent ne sont pas forcément les plus forts, mais ceux qui s'adaptent. Prenez soin de vous.